Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle arme qui aurait été découverte accidentellement. Je parle des infrasons. Les infrasons sont beaucoup moins connus que les ultrasons car ils sont moins utilisés et plus compliqués à produire. Ils sont pratiquement inaudibles pour l'homme car leur fréquence se situe sous les 20 cycles par seconde. Et en dessous de 7 cycles par seconde, ils deviennent mortels. Et une fois émis, les infrasons se ressentent assez rapidement sur tout l'organisme. Ils peuvent entrer en résonance avec les fréquences naturelles du corps humain. Les ondes cérébrales oscillant par exemple aux alentours de 7 Hz et le cœur à 72 Hz. Et à partir d'une certaine fréquence, ces infrasons finissent par générer des vibrations qui se mettront à résonner au travers du crâne et de la cage thoracique. Et toutes les vibrations générées par les infrasons peuvent provoquer chez l'homme, par exemple dans l'oreille interne, des acouphènes et des vertiges. Sur les globes oculaires, des troubles de la vue. Dans les organes digestifs, des nausées, des diarrhées. Et dans le cœur, des tachycardies, augmentation de la pression artérielle. Dans le cerveau, des céphalées. Les infrasons ont une particularité, c'est qu'ils peuvent traverser tous les obstacles, murs, fenêtres, cloisons, et tous les matériaux isolants conçus pour arrêter le bruit. Même les équipements de protection individuels qu'on utilise habituellement contre le bruit ne sont pas efficaces pour les arrêter. Et vous allez me poser cette question, mais comment se propage la nature vibratoire des infrasons? Les sons sont en règle générale provoqués par la vibration physique de l'air, et un objet se met à résonner, à vibrer s'il est touché par un son qui est en accord avec lui. Par exemple, si vous êtes en voiture et que vous accélérez tout doucement, à un certain moment, vous allez avoir des petits objets autour de vous qui vont se mettre à vibrer. Et si vous accélérez encore plus, ces objets vont s'arrêter de vibrer. Parce que la vibration commence toujours quand la vitesse de rotation du moteur entre en accord avec la fréquence de vibration de l'objet. Et en augmentant de vitesse, vous finissez par modifier la fréquence de vibration du moteur qui n'est plus en phase avec celui de l'objet qui s'était mis à vibrer. Donc l'objet logiquement s'arrêtera de vibrer. Et avec l'emploi de certaines fréquences d'infrasons, les organes internes de notre corps finissent par subir un phénomène pratiquement identique. Ils vont se mettre à résonner lorsqu'ils sont touchés par la nature vibratoire des infrasons, dont la fréquence serait en accord avec eux. Par la suite, les scientifiques avaient fini par comprendre que lorsque la fréquence vibratoire de l'infrason entrait en résonance avec celle de l'objet, eh bien, ils ont commencé à intéresser les militaires. Car les militaires voyaient dans cette nouvelle science une arme infrasonore capable de faire vibrer tout un bâtiment pour le détruire, voire des bâtiments ennemis. Mais bon, le problème pour les militaires, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à exploiter les ondes infrasonores parce qu'elles sont longues et ne peuvent pas être dirigées. De plus, l'opérateur d'une telle arme serait lui-même touché par les vibrations de l'arme, ce qui n'a pas empêché d'autres chercheurs de les étudier, comme le précise le brevet suivant, qui s'intitule Manipulation subliminale acoustique des systèmes nerveux, qui avait été déposé en l'an 2000 aux États-Unis. Son inventeur disait que la fréquence sonore de 2,5 Hz pouvait induire le ralentissement de certains processus cérébraux. Ça stimulait une sorte de somnolence et une désorientation. Et il concluait en disant que c'était une arme non létale qui pouvait être utilisée dans des missions de maintien de l'ordre. Et c'est pas vraiment rassureux parce que cette arme dite non létale aurait été utilisée en Irlande lors d'une manifestation. À ce sujet, la presse aurait évoqué l'usage en Grande-Bretagne d'une square box. C'est une sorte de boîte à cris en Irlande du Nord pour disperser les émeutes. D'après ce qu'on en sait, cette arme émettait deux hyperfréquences différentes, une à 16 000 Hz et l'autre à 16 002 Hz, qui une fois mixées par l'oreille devenaient insupportables et causaient des étourdissements et des nausées. Donc je pense que la technologie des infrasons est déjà utilisée par certains gouvernements.
Et comme je l'ai précisé, en dessous de 7 cycles par seconde, l'émission d'infrason devient mortelle. Bon, cette réalité a été découverte, comme je l'ai dit tout au début, accidentellement au laboratoire électroacoustique de Marseille en 1957. Le docteur Gavreau et son équipe de chercheurs ont un jour commencé à ressentir de violents maux de tête et des nausées. Bon, à l'origine de ces recherches, le docteur Gavreau ben, était centré sur le travail de la robotique. Et dès 1957, il va décider de regrouper des scientifiques au laboratoire électroacoustique de Marseille. Et son équipe mettra au point toute une panoplie d'engins robotisés destinés au secteur civil et militaire. Mais le problème, c'est que tout le groupe qui travaille dans un grand bâtiment en béton tombera étrangement malade. Et pendant des jours et des semaines, ils vont être victimes de nausées et de vomissements. Comme ces problèmes de santé touchaient non une personne mais tout le groupe, eh ben, on décida de faire appel à une équipe d'inspecteurs industriels pour venir vérifier ce qui se passait réellement. Mais le problème, c'est que même cette équipe est tombée elle-même malade. Donc au début, ils ont pensé que c'était dû à un problème dit pathogène, c'est-à-dire une maladie du bâtiment. Mais ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien détecté. Le problème, c'est que les malaises continuaient. Et ne pouvant continuer leur travail de recherche dans ces conditions, l'équipe du docteur Gavreau va réclamer qu'on fasse un examen plus complet du bâtiment. Et bien qu'ils n'ont pas trouvé la cause du mal qui touchait tout le monde, les spécialistes avaient fini quand même par remarquer que les mystérieuses nausées cessaient quand on fermait les fenêtres. Donc ils ont pensé alors que à l'émanation d'un gaz chimique, mais bon, ils vont rien trouver. Et les ingénieurs vont quand même finir par trouver l'origine du problème. C'était juste dû à un ventilateur électrique qui n'était pas très bien installé. Bon, au début, ils ont pensé que le moteur émettait des fumées toxiques, mais bon, là aussi, ils ont rien trouvé. Et finalement, ils ont compris que ce moteur à rotation lente, mal fixé sur ses supports, dans une gaine d'aération de plusieurs étages de haut, produisait des sortes de vibrations qui étaient écœurantes pour tout le personnel. L'équipe du docteur Gavreau, par exemple, décida alors de mesurer l'intensité et la fréquence de ces vibrations, mais comme ils n'ont rien trouvé, ils ont commencé vraiment à douter de la conclusion des experts. Mais ils remarquaient quand même que la fermeture des fenêtres mettait toujours fin à la sensation des nausées. Par la suite, le docteur Gavreau et son équipe avaient bien compris qu'ils avaient affaire à un son tellement bas qu'aucun détecteur microphonique ne pouvait les mesurer. Mais en cherchant à mesurer exactement la source du son, ils y furent tous directement exposés et ils tombèrent logiquement malades. Et lorsqu'ils finirent par obtenir des mesures, ils trouvèrent une fréquence de 7 cycles par seconde. Et la fréquence infrasonore était de très très faible intensité. Bon, ils comprendront par la suite qu'en vibrant lentement, le ventilateur induisait une sorte de résonance infrasonore dans la cheminée en béton. Le moteur fonctionnait comme celle d'un grand tuyau d'orgue au son écœurant. Comme il était collé à l'ensemble de la structure en béton de l'immeuble, la colonne d'air en vibration recevait une amplification infrasonore incroyable. Gavreau finit par comprendre que lorsqu'on fermait les fenêtres, les malaises s'arrêtaient. Les ouvertures en réalité modifiaient l'acoustique de l'immeuble, ce qui modifiait aussi la fréquence et l'intensité des infrasons. Donc là, il venait de comprendre pourquoi tous ces malaises. Et le docteur Gavreau et son équipe vont se mettre alors à étudier les effets de cet orgue à infrason en utilisant plusieurs fréquences. En modifiant par exemple la tension des supports élastiques du moteur, du ventilateur, il était possible de faire varier la fréquence. Et des résonances infrasonores vont être produites dans tout l'immeuble. La fermeture des fenêtres, elle est stoppée net. Ben, stopper les symptômes et les nausées qui touchaient le personnel. Mais en les ouvrant un tout petit peu, ben, ça recommençait. Et à partir de cet instant, le docteur Gavreau et son équipe vont essayer de reproduire le phénomène obtenu avec ce ventilateur mal fixé. Donc il va faire construire des sortes de tuyaux d'orgue de différentes longueurs. Le premier d'entre eux mesure 1,80 m de diamètre pour une longueur de 22 mètres. C'est un appareil énorme.
Par la suite, ils vont construire deux types d'orgues. Le premier utilisait un piston qui pulsait le son produit par le tube, et le deuxième marchait à l'air comprimé. Et ces machines furent essayées à l'extérieur, mais très très solidement appuyées contre les murs de protection absorbants. Tandis que les expérimentateurs se tenaient à distance. La principale fréquence résonante de ces tuyaux s'avéra se situer dans la gamme mortelle entre 3 et 7 cycles. Donc entre 3 et 7 cycles par seconde. Les sons ne pouvaient pas être perçus par l'oreille humaine. Bon, ça c'était un gros avantage pour un système de défense, mais ils étaient nettement ressentis par les organismes. Et comme on s'y attendait, chez les chercheurs, les malaises vont se manifester assez rapidement avec apparition de nausées et troubles de la vue. La fréquence vibrative des énormes orgues entrait en résonance avec celui des organes biologiques des hommes présents sur les lieux. Et lorsque les chercheurs décidèrent de prolonger le fonctionnement des tuyaux, un grondement va faire trembler toute la zone, en menaçant de carrément détruire le bâtiment. Par exemple, les piliers et les joints de la structure massive vont se mettre à vibrer. Mais lors de l'expérience, un des techniciens qui était quand même très mal à l'aise et avait été tombé malade à cause de la vibration, a quand même réussi à couper l'alimentation du système. Mais bon, Gavro, comme vous le voyez sur la vidéo, avec ses assistants, a conçu une sorte un appareillage assez simple. Par exemple, il avait pris 61 tubes qu'il avait fixés en échiquier sur une grille. Et dans ces tubes, il faisait passer un volume d'air comprimé pour produire un son de 196 Hz. Mais pratiquement inaudible, hein. Bah, résultat a été catastrophique parce que dès qu'ils ont enclenché le petit appareil que vous voyez là sur la vidéo, vous avez des fissures qui sont apparues dans les murs des bâtiments et les personnes qui travaillent dans le laboratoire vont ressentir des vibrations dans le ventre. Donc vous voyez, ces vibrations sont entrées en résonance avec les organes internes des corps des expérimentateurs. Bon, comme je l'ai expliqué, après ces petits essais, Gaveau et ses associés vont tomber malades. Bon, ils ont eu des troubles de la vision pendant plusieurs jours et leurs organes internes ont été atteints. Le cœur, les poumons, l'estomac et les cavités intestinales furent tous envahis par des spasmes et ils ont eu des convulsions musculaires, des entorses et des larmes. Ben, ça, c'est parce qu'ils ont été exposés aux vibrations des ondes infrasonores qui sont entrées en résonance avec leurs organes internes. Et pour ne plus subir tous ces malaises, le docteur Cavro fera construire des modèles beaucoup plus petits. Et pour le contrôle des vibrations émises par les infrasons, il va mettre au point un système de coupure automatique sur ces machines. Dans le but de produire des générateurs contrôlables, Gavro essaya des corps de brume et des sifflets de diverses tailles. Ça, c'est des sifflets de police, mais bon, là, c'était vraiment des sifflets de grande taille qu'il construisait. Et toutes ces cavités résonantes simples étaient plates, circulaires et possédaient un conduit d'émission latérale. C'était les répliques, comme je dis, des cornes de brume ou des sifflets de police. Bon, les cornes de brume infrasonores produisaient une redoutable énergie de 2 kW avec une fréquence de 150 cycles par seconde. Bon, il fut plus aisé d'obtenir des spécifications avec les sifflets de police plats, car la fréquence de résonance était liée au diamètre du sifflet et la profondeur correspondait à une augmentation de l'amplitude. Par exemple, un appareil d'un diamètre de 1,30 m donnait une fréquence infrasonore de 37 cycles par seconde. Et dans une autre expérience, Gavro a réalisé un combiné de tuyaux d'orgue et de sifflets et logera l'appareil dans un bloc de béton de moins d'1 m3. Le sifflet était à l'intérieur et plusieurs tuyaux de résonance prolongeaient l'extérieur. L'appareil fonctionnait à l'air fortement comprimé et l'émission a été impressionnante. Une expérience a été conduite avec ce sifflet à infrason qui fut scellé dans un socle en béton de 400 kg avec en plus une sorte de baffe du même matériau.
couvrant toutes les extrémités. C'était une manière de protéger ceux qui allaient enclencher le système. Malgré toutes ces précautions, l'appareil va secouer toute une zone en éventail de la ville de Marseille. C'est pour vous dire la puissance des infrasons. Bah, l'appareil va complètement se désolidariser en un instant de son support en béton et il va détruire la baffe. Et le problème, c'est qu'on n'a entendu aucun bruit lors de l'éclatement de la baffe. Les experts, suite à toutes ces expériences, comme j'expliquais, l'armée s'était intéressée à à ces nouvelles recherches. Les experts médicaux ont fini par découvrir, du moins enregistrer avec précision, les réactions de l'organisme humain à ces infrasons, qui se situent entre la gamme de 40 à 100 cycles. Par exemple, à 100 cycles par seconde, on constate une légère nausée, des rougeurs de peau et des fourmillements. Ensuite, bon, apparaissent les vertiges et les angoisses. Entre 73 et 60 cycles par seconde, bah là surviennent la toux et une forte pression du sternum, avec une salivation excessive. Bah, la respiration commence à être bloquée et on a un mal de tête. L'acuité visuelle commence à être affectée. Entre 73 et 43 cycles par seconde, là c'est la coordination musculaire et l'équilibre deviennent incertains et là on commence à avoir comment dire, une discussion, une parole brouillée qui est suivie d'incohérences avant que vous perdiez connaissance. Et comme j'ai expliqué tout au début de la vidéo, la fréquence mortelle des infrasons se situe au-dessus de 7 cycles par seconde. En général, dans cette fréquence, de faibles augmentations d'amplitude suffisent à modifier le comportement humain. Bon, l'activité intellectuelle est d'abord inhibée, puis elle est bloquée et détruite. Et lorsque l'amplitude augmente, ben, vous avez d'autres réactions qui se produisent. Ça commence par un désordre neurologique. Et l'action du bulbe rachidien va être bloquée. Et ses fonctions aussi. Bon, comme je l'ai expliqué, devant toutes ces découvertes, l'armée va essayer d'obtenir une arme infrasonneur qui n'affecterait pas son utilisateur. Parce que, comme Cavro l'expliquait, logiquement, un générateur d'infrason, dès que vous l'enclenchiez, ben, il stimulait des vibrations qui se mettaient à faire résonner tout ce qu'il y avait autour. Donc n'importe quel utilisateur qui était autour de l'appareil allait ressentir automatiquement les méfaits des infrasons. Donc Gavro avait compris que dès le début de ses recherches que ces infrasons ne pouvaient pas être stoppés. Les cônes à infrasons pouvaient émettre dans plusieurs directions bien précises, mais l'environnement naturel laissait partir les vibrations dans toutes les directions, donc là c'était pas évident à contrôler. Et en règle générale, les ondes mortelles reviennent souvent vers ceux qui les ont émises. Donc, comme je dis, les infrasons restaient collés au sol et s'étendaient autour de leur émetteur. Donc, comme je l'expliquais, personne ne serait à l'abri d'un tel générateur. Puis personne n'aurait osé déclencher un barrage infrasonore contre un envahisseur sans une protection. Et c'est pour cette raison que le professeur Gavro consacra plus de temps à travailler sur un bouclier qu'à développer des cordes à infrasons. Ben, une des défenses qu'il a trouvées consistait à retrouver la fréquence de l'onde d'attaque infrasonore et ensuite à émettre sur la même fréquence mais à contrephase. Là, les attaques infrasonores devaient logiquement être réduites à un niveau beaucoup plus faible. Mais cette technologie réclamait des systèmes de détection de riposte assez rapides et en plus, si on avait affaire à une attaque infrasonore mobile, dont la fréquence était modulée, alors là c'était impossible de la retrouver. Mais bon, aujourd'hui je pense qu'avec l'évolution de l'informatique et des algorithmes, on peut concevoir ce genre d'armes anti-infrasons grâce à l'utilisation d'algorithmes à fréquence de balayage.
C'est un algorithme qui retrouve assez rapidement la fréquence émise par le générateur. Donc je pense que là, si on utilise une arme infrasonore, du moins si une arme infrasonore a été utilisée contre nous, on pourrait contrecarrer ces effets si c'est pas trop tard. Parce qu'en général, comme je l'expliquais, les armes à infrason ont comme faculté de faire résonner la matière. Une fois émises, ils vont commencer à faire vibrer la matière et si c'est des bâtiments, ben, ils vont se fissurer puis s'écrouler. Mais bon, comme Gavro n'arrivait pas vraiment à trouver de système pour freiner l'émission la vibration des infrasons, il va revenir sur ce qu'il faisait dès le début, c'est-à-dire la robotique. Son but, c'était d'installer un générateur à infrasons sur un système robotisé qu'il enverrait sur des lignes ennemies. Et tout cela serait télécommandé à distance. Et dans son dernier projet, Gavro et son équipe vont obtenir un facteur de sécurité incroyable. Les armements défensifs à infrasons pouvaient désormais être orientés en sens opposé des opérateurs. Bon, il a conçu un modèle de cette nouvelle arme, c'est-à-dire un générateur sur un engin robotisé. Et comme je le fais montrer sur la photo, ça c'était un sorte de générateur à infrasons. Et là, il nous explique dans son modèle, parce que ça c'était un des modèles, mais dans le modèle qu'il avait conçu, il avait la forme d'un cube compact et le sifflet infrasonore était noyé dedans. Et de la plaque frontale émergeait 61 tubes pointés parallèlement. Bon, d'après ce qu'ils nous ont dit dans ses conclusions, il paraît que un seul engin téléguidé dans un champ de tir spécialement aménagé a fait exploser certaines grosses casemates et des intérieurs de chars. Donc cette arme a été testée sur le terrain. Ils ont réussi à détruire des intérieurs de blindés, donc ils ont compris comment contrôler la puissance vibratoire des infrasons et comment les orienter. Et le drame dans cette histoire, c'est que lorsque l'arme est utilisée, on n'entend pas un bruit. Bon, ce qu'il en est aujourd'hui de cette arme, c'est je pense qu'elle a été perfectionnée et puis mise en attente. Parce que je pense que l'armée attend qu'un conflit se déclenche et puis ils ont tendance à l'utiliser. Si je pense que probablement elle aurait été utilisée dans certains conflits en Afrique, mais vraiment contre des ennemis bien précis, parce que je pense pas qu'ils vont l'utiliser contre les populations civiles. Bon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.